Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Back Issues, qui est simplement notre émission où nous avons lu des comics et nous vous en parlons pour vous en dire le plus grand bien ou parfois un peu moins le plus grand bien, mais tout simplement pour faire part un petit peu de nos lectures et essayer de vous aiguiller dans les rayons des librairies et des bibliothèques pour vous dire un petit peu vers quoi vous pouvez tourner vos esprits en fonction de vos envies et de vos goûts. Aujourd'hui, Corentin est avec nous, comme toujours. Je vais vous aiguiller. Voilà, viens m'aiguiller s'il te plaît. J'arrive. Pour cette série de Back Issues, donc on s'intéresse de nouveau à des sorties VF qui sont sorties au cours des dernières semaines, voire des mois de ce printemps, avec du super-héros. Cette fois-ci, on aura quelques-uns quand même, pas mal de dessins de Marvel et un petit peu d'indé aussi, histoire vraiment de faire le tour d'horizon de tout ce qui peut exister dans la bande dessinée américaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour commencer, Corentin? Eh bien, nous avons un titre de chez Marvel, donc publié en France par Panini Comics, qui s'appelle Dark Ages. Qu'est-ce que c'est que ça? L'âge sombre. Eh bien, l'âge sombre, tout à fait. C'est donc une mini-série présenté donc comme récit complet pour son édition VF, mené par Tom Taylor et dessiné par Iban Coelho. Donc Iban Coelho, c'est un des artistes qui a été promu dans leur section des Stormbreakers. Donc c'est les artistes sur lesquels Marvel mise le plus parce qu'ils estiment que ce sont parmi les plus doués de l'industrie en ce moment. Donc c'est souvent généralement un gage de qualité d'un point de vue artistique. Et Tom Taylor, si vous écoutez First Print ou si vous lisez des comics régulièrement, difficile difficile de vous représenter encore une fois, qui c'est, auteur australien qui a commencé dans l'indépendant avec The Deep, une série de romans graphiques adaptés en série animée sur Netflix. Il s'exporte pour l'industrie américaine au début des années 2010 avec notamment le titre Injustice, Gods Among Us, qui le révélera au grand public puisque c'est une adaptation réussie de comics tirés de jeux vidéo. Partant de là, l'auteur a une forme de signature choc chez DC, puisqu'il s'amuse à tuer volontairement et joyeusement les personnages. C'est pour cela qu'on lui confiera des titres comme Suicide Squad Renega, comme l'Elseworld Deceased, où là il peut s'adonner librement à sa passion puisque c'est un titre avec une apocalypse de zombies, mais l'auteur à succès forcément va aussi aller quelques années chez Marvel pour faire par exemple je crois que c'était Invincible Iron Man, ou c'était un autre, c'était un Iron Man, mais c'était celui qui était justement arrogant à l'époque. Il va aussi faire des plusieurs titres de la licence X-Men, notamment X-Men Red. Il va se faire aussi toute la période X-23 avec Laura Kinney. Donc voilà, un auteur qui est très 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 connu, notamment quand même pour son gimmick chez DC Comics. Et donc justement, vu que sa spécialité, avec aussi Dark Ages d'ailleurs, Dark Knights of Steel, là c'est Marvel qui va lui dire: écoute Tom, puisque tu aimes bien faire des Elseworlds chez DC, est-ce que ça te dirait pas de faire à peu près la même chose chez Marvel, c'est-à-dire un jeu de massacre? Tu prends une situation de Marvel, tu fais péter le plomb un peu à tout le monde, et là tu tues qui tu veux, tu fais un peu ce que tu veux. De toute façon, c'est un Elseworld, amuse-toi bien. C'est Chester qui est l'accent marseillais? Ouais, cette fois-ci il l'avait. Et donc arrive donc ce Dark Ages qui nous présente un monde Marvel où d'un coup l'électricité va disparaître de ce monde pour des raisons. C'est un EMP permanent. Voilà, il y a un EMP permanent pour des raisons qui sont assez rapidement explicitées dès le premier numéro, et on va voir comment l'ensemble des personnages et notamment ceux qui fonctionnent sur l'électricité et la technologie vont devoir se réinventer dans une situation qui va aller plutôt de mal en pis au fil des numéros, avec des gros changements de statu quo pour pas mal de personnages. Un récit catastrophiste même. Oui, quand même un petit peu. Peut-être un peu des deux. Oui. Et non, tu trouves? Et j'allais te demander, Corentin, qu'est-ce que tu as pensé? Tom Taylor réussit-il à faire aussi bien que chez DC avec cette forme de petite carte blanche que lui laisse la maison des idées? Non. Voilà. Tu n'es pas d'accord. Tu ne penses pas que c'est pas pour moi, cette série, d'ailleurs, c'est la manifestation du fait que Tom Taylor peut pas être bon partout, et surtout pas chez Marvel. Dans le sens où je trouve qu'il a une meilleure connaissance de l'univers DC de base, mais là, la série elle-même me paraît très facilement oubliable, en fait. Tu la lis et... C'est ce qu'on appelle un bon divertissement. Je sais pas si c'est vraiment bon, en fait. En tout cas, c'est divertissant. Il y a des bonnes idées. C'est quand même pas mal. En fait, c'est à force de lire du Tom Taylor, parce que c'est vrai qu'il a ses projets en ongoing comme Nightwing qui sont très très bien.
Les trucs comme Suicide Squad qui lui permettent de renouveler un peu son écriture, mais sur ces projets-là de série monde où il manie tout un univers à la fois, on peut quand même considérer effectivement que il se répète un peu. Et le fait de le faire avec des personnages Marvel ne change pas le fait que c'est une répétition, que je le trouve peut-être un peu moins inspiré ou moins à sa place en fait, moins dans ses chaussettes, ses chaussettes chez Marvel. Parce que là, si on regarde bien, effectivement, c'est DCiste avec voilà ce gimmick de. C'est pas DCiste parce qu'il y a vraiment pas de zombies. Le par modèle contre, de récit. Ouais. Je dis bien pas évidemment. Oui, dans la narration, par contre, c'est vraiment raconté au passé, à la troisième personne, comme ça a été fait dans DCiste. Il y a les groupes de personnages, il y a le côté crowd pleasure où il va te faire exactement les éléments de fanservice dont tu as envie. Donc là, c'est dans une continuité où Spider-Man et Mary Jane ont eu des enfants, donc on va bien insister là-dessus parce que c'est trop mignon. On va avoir le couple T'Challa et Storm qui vont se faire une grosse papouille au premier plan parce que voilà, c'est toujours le côté j'aime bien ça, c'est les comics que j'aime bien, c'est les bons sentiments que j'aime bien. Ce qu'il fait à chaque fois en vérité, c'est un mec qui sait caresser le fan dans le sens du poil. Sauf que là déjà il y a un problème de durée. Je trouve c'est trop court pour ce que ça a à faire. Tu parles du côté où on va explorer le statu quo, je trouve pas vraiment en fait, on va explorer l'élément déclencheur, effectivement, ça va durer quelques pages et après on te parle du grand plan du super vilain qui va chercher à faire un truc par rapport à l'origine de cet univers. Et ça va être ça, en fait. Ça va être littéralement un aller et un retour dans lequel il va y avoir de la violence, dans lequel il va y avoir des morts, dans lequel il va y avoir beaucoup de fanservice et d'extrapolation fanservice de ce que tu peux imaginer dans ce genre d'univers. Bon, le combat final, par exemple, je trouve qu'il est bâclé. Très clairement, ça se résout trop vite. La page finale est pareil, extrêmement frustrante parce que on dirait le point de départ d'un nouvel univers comme a pu être DC's, alors qu'en fait pas du tout. Ça se voit que c'est un projet qui a un début, un milieu, une fin. Faut jamais dire non. Oui, on verra bien évidemment. DC's aussi à la fin du premier DC's, donc ça sentait pas forcément ce que ça continue en trilogie. Hein. Mais DC's paradoxalement, vu que c'est un plagiat quand même d'un projet Marvel à la base, je trouvais ça étonnamment. Je sais pas si inspiré est le bon mot. En fait, je pense qu'il commence vraiment à y avoir une lassitude à voir Tom Taylor quand il est sur ces projets-là, faire la même chose. Et je trouve que, alors oui, il y a la variation de cette espèce de monde steampunk où ils reviennent au charbon et au souffle du vent. Ce qui permet d'avoir quelques choix de design de la part de Iban Coelho. Non, mais c'est pas à jeter, hein. Genre, si vous avez envie d'un petit plaisir blockbuster, je pense qu'il y a mieux, en vrai. Par contre, ça, c'est sûr. Lisez peut-être d'abord, justement, DC's ou d'autres trucs de Tom Taylor là-dedans. Mais voilà, si vous préférez Marvel à DC, chacun son truc. Oui, ça peut faire le boulot, mais même par rapport aux caractérisations de personnages, je trouve qu'il y a des trucs c'est là que je dis qu'il est meilleur sur DC. Il y a des trucs qui me paraissent un peu plus déconnants. Enfin, j'ai du mal peut-être Deadpool à la limite qu'il écrit bien. J'ai du mal à reconnaître même certains trucs de personnages, tu vois. Il y a des espèces de prises de parti par rapport à Tony Stark, par exemple. Par rapport à Cap, on pourrait dire, même s'il est pas très présent. Par rapport même à la façon dont il utilise les gimmicks, parce que tu sais justement il y a c'est le grand mensonge en fait des séries Marvel, c'est que, ou des séries DC d'ailleurs en général, dans les mondes de super-héros, si tu t'arrêtes 2 secondes et que tu prends en compte les puissances qui sont présentes, tu peux te dire oui, dans ce cas-là Superman en une journée il peut arrêter tous les super vilains et fin de l'histoire, il y a plus besoin d'écrire des séries tous les mois. De la même façon que là, le grand super méchant qui utilise un autre super méchant fonctionnel pour réaliser ses œuvres, tu te dis oui mais ça dans ce cas pourquoi c'est pas arrivé avant, et est-ce qu'il est vraiment si puissant que ça pour arriver à faire tout ça et tout? Il y a un côté, tu sais, grande partie de jeu de rôle, en fait, où lui, il essaie d'évaluer les fiches de personnages, où il dit, alors lui, je pourrais m'en servir pour ça, lui pour ci, lui pour ça. Et en fait, je reconnais pas l'univers Marvel que je connais moi d'habitude. Je reconnais une version Marvel de Tom Taylor Universe. Mais d'une manière générale, je trouve ça vraiment rythmé, mais très étrange. C'est vraiment cliff de fin sur cliff de fin. C'est vraiment crowd pleasure sur crowd pleasure. C'est vraiment, on te met un mort à l'endroit stratégique. On dirait vraiment qu'il a une sorte de cahier d'écriture. Et je suis désolé, mais les dessins de Coelho, moi, ils me tartinent pas la gueule, quoi. C'est joli. Il y a quelques planches qui sont vraiment bien inspirées, effectivement. Les designs c'est pas un spoiler de dire qu'il y a un Ghost Rider dedans. Je trouve ça une bonne idée, par exemple. Les quelques morts qui surviennent, parfois fonctionnent, ouais. Parfois, il y a des bonnes idées. Mais tu t'attends tellement à ce que ça soit, en fait, c'est quelque part c'est un auteur disons, Tom Taylor, disons tu vois, que t'auras peut-être une appréciation différente en fonction de est-ce que c'est ton premier Tom Taylor ou pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est que si je pense que si c'est ton premier Tom Taylor, tu vas plus kiffer que justement si tu t'es déjà farci DC's, des Injustice et que t'as un peu plus l'habitude de ces mécaniques qu'il a dans ces récits un peu catastrophes. Mais limite dans ce cas-là, j'ai envie de dire que si vous n'avez jamais lu Tom Taylor, peut-être ne commencez pas par là, quoi. Enfin, parce que je trouve vraiment l'idée de l'univers, c'est vraiment juste un prétexte qui en fait est même pas tellement appliqué, quoi. T'as une armure d'Iron Man d'ailleurs, qui va être utilisée avec cette idée-là. Ça fait un joli design, mais t'as même pas l'impression que ce soit particulièrement handicapant pour elle, pour l'armure en question, je veux dire.
Tout le reste, il s'accorde plus ou moins bien. Les pouvoirs restent sensiblement les mêmes. En fait, c'est un post-monde comme un autre, quoi. Tu vois, l'idée centrale me paraît pas trop évoquée. Non, je vois vraiment une baston entre les Vengeurs et ce vilain précis, qui a un plan machiavélique, comme tous les vilains à chaque fois. Pareil pour le côté un peu cosmique que ça convoque. En fait, je vais vraiment retenir les morts, l'écriture un peu de la famille Spider-Man, Deadpool vraiment qui m'a fait rire. Et il y a une scène avec Doctor Doom qui est vraiment géniale aussi, où il dit c'est une bombe à retardement. Et après, il fait les tic, tic, tic de la bombe à retardement. Et il le fait pendant super longtemps. Ça, c'est assez rigolo. C'est un peu une écriture à la Bendis, que j'aime bien. Mais ouais, non, dans l'ensemble, je te dis, moi, ça m'a un peu laissé sur ma faim, en fait. J'ai l'impression de voir Marvel qui s'est dit, tiens, Tom Taylor, et il fait ça chez DC. Allez, on va lui proposer de faire un petit chèque pour faire ça chez nous. Et en fait, bah, c'est triste à dire, mais je te dis, moi, je commence déjà un peu à plus m'en souvenir, quoi. Non, bah après, alors ça, par contre, on peut être très, très lucide sur le fait que c'est pas un récit qui va rester dans les mémoires, de ce qui avait été fait en 2021 et en 2022 pour la VF, clairement. Mais ouais, j'étais marrant. J'en étais ressorti avec un sentiment plutôt satisfait, en fait, de l'exercice, peut-être parce que je l'ai vraiment sans avoir trop eu d'attente non plus en allant l'aborder, en me disant juste que c'est effectivement juste Tom Taylor qui va faire son exercice de style mais dans un autre univers. Est-ce que ça a réussi à t'entraîner? Oui. Est-ce que parce qu'en même temps j'ai envie de dire que honnêtement, enfin DC, je m'en souviens parce que j'ai une bonne mémoire, mais je trouve pas que DC soit plus renversant que ça non plus, en fait. Non, mais c'est plus sincère, je trouve. Enfin, Après, il est plus fan de Superman. C'est un vrai fan de Superman, et ça se ressent de toute façon. Tu vois, là, j'ai du mal, je te dis, à isoler une figure qui sortirait de l'album en mode genre, lui, c'est le héros, ou elle, c'est l'héroïne. Mais c'est peut-être qu'un ressenti personnel. En fait, voilà. A priori, ton ressenti est très personnel, oui. Si vous êtes des Haussiens et que vous partez en vacances, c'est un bon comics de vacances. Vous lisez ça à 2 heures avant d'aller à la plage. Vous êtes content, effectivement. Enfin, 2 heures, 1h30. Vous pouvez être content. Si vous aimez les comics un peu années 2000 aussi, on peut dire que ça fait un peu crossover, un peu feeling des années 2000. C'est l'époque, on va dire, où on aime bien mettre des gros robots, des grosses bastons et tout l'univers Marvel dans une sorte de grand flux. Ça fait le taf. Par contre, je dirais pas du tout que c'est un indispensable. Ah non. Et surtout, moi, le problème, c'est que voilà, à côté, je lis la série Nightwing, même les Seven Secrets de Tom Taylor, je trouve ça, sans être son meilleur taf. Pour moi, en fait, son meilleur taf, je pense que c'est Nightwing, en fait, maintenant, aujourd'hui, au temps présent. Quelque part, il y a aussi la frustration de voir un auteur qu'on aime bien, tous les deux d'ailleurs, être encore dans cette formule. Tu vois, et du coup, ne pas se renouveler autant que ça, alors que justement, il change de catalogue, il change d'éditeur, il pourrait essayer d'aborder les choses différemment. En fait, c'est pas si différent que ça. D'où l'adage que de toute façon les Big Two passent leur temps à se copier. C'est peut-être aussi parce que parfois, parce que quand c'est le même auteur qu'on nous demande à qui on demande de faire la même chose, peut-être que parfois voilà ça provoque ce genre de choses là. Après voilà, c'est pas infamant non plus. Non, mais voilà, c'est une lecture. Divertissant, voilà. C'est un bon divertissement comme tu dis. C'est un bon divertissement. Donc si vous voulez le prendre en librairie, c'est 20,99 €. Il y a plusieurs couvertures qui ont été éditées parce que justement, parce que Panini a très bien compris que Tom Taylor c'est quand même un nom qui fait pas mal vendre. Mais sinon, on vous rappelle tout comme tous les jours que a priori ce genre de choses là, vous pouvez peut-être passer commande à votre bibliothèque s'ils ont un rayon un petit peu BD Comics et tout. N'hésitez pas à les regarder parce que les titres même récents sont souvent peuvent être commandés. Si de toute façon les gens qui y travaillent estiment qu'il y a de l'intérêt. Autre titre qui, par contre, celui-là, à mon sens, est quand même vachement plus recommandable, c'est Far Sector de N.K. Jemisin, donc une autrice de SF qui a reçu de nombreux prix, notamment des prix Hugo pour pas mal de ses œuvres, et qui donc là en fait a fait je crois que c'était son premier travail pour dans les comics, et en tout cas pour DC Comics, dans le label à l'époque Young Animal de Gerard Way, et qui est rejointe par Jamal Campbell, un artiste formidable qui a co-créé Naomi avec Brian Bendis, et qui avait déjà livré une prestation graphique incroyable sur Naomi. Donc là, on retrouve dans ce titre de science-fiction où on part à la rencontre de Jo Mullein, qui est donc une Green Lantern un peu particulière par rapport aux autres, parce qu'en fait, elle a pas besoin de batterie pour recharger son anneau de Green Lantern. En fait, il se recharge automatiquement par lui-même, ce qui peut être pratique, comme avoir ses défauts, et qui en fait envoyé dans un secteur, en fait, dans une planète où en somme 3 espèces essayent de coexister plus ou moins, et en fait a réussi à trouver une entente sur un principe de non-violence. Sauf que le jour où on retrouve un cadavre, en fait, c'est un ensemble un statu quo qui est profondément bouleversé, d'autant plus que le meurtrier est ensuite assassiné à son tour, et donc Mullein va devoir mener l'enquête.
et découvrir en fait qu'est-ce qui se passe vraiment à base de déstabilisation, des envies de déstabilisation politique, de en fait de grands conflits entre plusieurs peuples qui n'arrivent pas ou n'arrivent pas à s'entendre, avec des façons de penser vraiment, d'aborder leur fonctionnement, le vivant et tout ça, parce qu'il y a en gros il y a une peuplade qui est un peu techno-organique, donc qui vit quand même dans un univers électronique, même quasiment pas organique, oui, elle est techno-solide quoi, on va dire, mais ouais, et voilà, et donc mener son enquête pour essayer de démêler le pourquoi du comment. C'est un titre qui a beau se passer dans l'univers d'ici, il y a quasiment aucun lien avec le reste de l'univers d'ici. D'ailleurs, ça pourrait presque ne pas être une Green Lantern, que la différence, on s'en apercevrait à peine. C'est même pas à Oa qu'elle obtient sa bague, c'est sur Terre, et par a priori un gardien ou une gardienne très différente des autres. Voilà, donc c'est à peine du DC. C'est plus vraiment juste un polar de science-fiction, enfin, ou un récit de science-fiction très polar. Et moi je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est déjà en fait c'est que t'as deux choses. T'as d'une part le récit en lui-même. Enfin, je trouve que l'enquête est super bien menée, parce que John Mulaney c'est un personnage qui est très attachant dès le départ, qui a ses envies, ses motivations, enfin qui est super bien caractérisé. Et en même temps, c'est que Jennison, en l'espace de 12 numéros, arrive à faire vivre littéralement tout un univers avec toute une différente strate de compréhension, de fonctionnement de ces personnages et de ces populations. Enfin, c'est vraiment et sans se faire chier avec de l'exposition. En fait, c'est que juste au fur et à mesure de ces rencontres, t'arrives à percevoir en fait comment le système fonctionne, enfin comment il fonctionne et parfois comment il ne fonctionne pas, et ça arrive à te poser plein d'interrogations sur le vivant, sur ta façon d'appréhender l'autre, sur les rapports sociales de civilisation, même sur des thématiques très présentes, enfin où on parle aussi de violence policière, c'est quoi en fait le rôle du Green Lantern en tant que policier de l'espace. Tout à fait, du militantisme efficace aussi. Comment tu peux essayer de faire une différence malgré le fait que le monde n'a pas envie de toi et tout. Donc voilà, c'est très très, enfin j'ai rarement vu en fait quelqu'un réussir à développer autant de thématiques et à autant faire vivre un univers qu'on a encore envie dans lequel on a envie de rester en seulement 12 numéros, parce que c'est très facile de faire du surplace et de faire une écriture très décompressée et au final ne pas raconter grand chose. Tom King, si tu m'entends, un petit peu des fois quand même, tu vois. Mais c'est gentil. Mais on va y revenir après, effectivement. Donc voilà, pour moi et en plus Jamal Campbell, moi ça fait déjà plusieurs années que j'adore le suivre régulièrement, le retrouver régulièrement. C'est une brute de dessin. Il a ce trait, c'est peut-être pas mal numérique, mais par contre, il a une recherche de composition, de découpage et tout, qui est vraiment incroyable. Il a un trait qui, moi, me plaît particulièrement, et je trouve qu'il est très généreux, que ses designs sont mortels. Et dans Far Sector, il y a des planches qui sont à tomber debout tout le temps, en fait, à tous les chapitres. Tu tombes debout, toi. Ouais, c'est-à-dire que t'es debout et tu tombes. Ah oui. Ça se dit tomber raide, peut-être. À tomber raide, ouais, je sais plus. Tomber debout. je tombe debout. Je tombe debout. Écoute, je ne sais pas, mais voilà, c'est dire que ça me fait inventer des expressions tellement je trouvais ça cool. Donc voilà, c'est un gros bouquin dans la collection Black Label du Urban, qui est vendu à 30 €. Moi, je pense que ça les vaut largement, et que sinon, j'espère que vous avez une bibliothèque dans le coin qui vous le prend, mais vraiment, un de mes coups de cœur de cette année, en tout cas en VF. Voilà, je trouve que c'est une des sorties qui est importante en VF de cette année, et qui mérite, je pense, plus de reconnaissance par rapport au fait que très peu de personnes, au final, j'ai l'impression, en ont forcément parlé. C'est-à-dire que même nous, on n'a pas pris le temps de vedette. Non, mais de toute façon, Green Lantern, c'est compliqué en France, on sait, ça se vend pas non plus des masses. Ça va peut-être venir maintenant que ce journeur Joe est dans le canon d'essai aussi. Ouais, ça je trouve que limite c'est dommage, parce qu'en fait elle mérite complètement de vivre ses enquêtes policières bien loin du reste du corps. Tu veux que je nuance ou on passe à la suite? Non, tu peux nuancer. Parce que j'ai un avis plus nuancé que le tien quand même. C'est très bien. Voilà, c'est pas un coup de cœur. Enfin, déjà, je vais commencer par là en fait. Déjà, oui, Arnaud a raison, c'est une très bonne BD, il faut l'acheter, achetez-la, c'est beaucoup mieux que beaucoup de trucs Green Lantern de ces dernières années. C'est même l'un des volumes les plus libres sur la saga Green Lantern, parce qu'il s'embarrasse pas de l'univers d'Oa, des Sinestro Corps, etc. Il y a aucun lien avec l'univers de Geoff Jones, qui est le meilleur univers Green Lantern. Donc voilà, il y a aucun lien avec le meilleur univers, ce qui veut bien dire que c'est justement une BD qui peut s'autoriser à aller uniquement vers ces thématiques. Il y a même qu'une seule fois le slogan des Green Lantern d'ailleurs, à la fin. Ouais. C'est presque un clin d'œil. Oui, pour rappeler en fait d'où ça vient. Après, la présence du Green Lantern est actée, c'est pas juste une métaphore de la fluide de l'espace. Mais voilà, alors moi en fait il s'en est fallu de peu pour que ce soit aussi un coup de cœur, mais j'ai quelques griefs que je vais exprimer très vite. Déjà, je trouve j'ai un problème avec l'humour en fait dans cette BD, que je pense aurait peut-être gagné à être beaucoup plus noir en fait, beaucoup plus à aller jusqu'au fond du code du polar, parce que ça commence vraiment comme un polar. En fait, c'est un chemin de science-fiction ultra classique. C'est-à-dire que vous arrivez dans un monde futuriste, alien, cyberpunk, ce que vous voulez.
on a une enquête, et à mesure qu'on égrène l'enquête, on remonte entre guillemets la piste du problème social général, qui est la gestion de cette société par un groupe d'individus tout puissants. Ce que ça engendre sur les populations, ce que ça révèle comme mécanique de haine et de domination de groupe, etc. Donc un truc que vous avez déjà vu dans tellement de choses, voilà, dans les robots, il y a ça, dans énormément de Blade Runner, il y a ça. Remarque, pas forcément dans Blade Runner, mais voilà, c'est un truc qu'on a déjà vu au cinéma des tonnes de fois, c'est même un modèle qui a souvent donné des trucs assez affreux. Là, c'est bien fait, mais ça reste, et c'est là que je pense que c'est Young Animal aussi qui fait ça, c'est que Young Animal, il y avait la promesse de faire du bizarre pour faire du bizarre, parce que le bizarre, c'est rigolo. Là, on a par exemple des intros de chaque numéro qui reprennent des codes un peu Crypt Keeper, où elle arrive, elle s'assied, elle vous explique le synopsis du numéro précédent. Bon, c'est fait pour être lu en mensuel au départ, hein, évidemment. Mais là, par exemple, c'est une sorte de dose d'humour méta dont j'avais pas besoin. Il y a aussi des machins par rapport, parce que tu dis, c'est un pack de non-violence qui sont passés, c'est un pack de non-émotion qui sont passés. C'est un truc à la Equilibrium. Et ça, c'est super compliqué à écrire. Parce que tu peux pas écrire de personnages sans émotion. C'est impossible. S'ils ont pas d'émotion, ils ont pas d'envie, ils ont pas de désir, ils ont pas de motivation. C'est juste des machines, des robots vides de sens. Là, pareil, les HAT, qui sont le peuple informatique. À la fois, il y a vraiment des très bonnes idées quand on dit qu'ils sont utilisés pour le minage de Bitcoin. Et parce qu'il y a beaucoup de trucs par rapport à Internet. Et en fait, du coup, on t'explique bien que le minage de Bitcoin pour une IA, c'est comme envoyer des mineurs, vraiment des esclaves dans une mine. Et là, du coup, tu te mets à la place du côté, oui, mais c'est vrai que si les IA étaient conscientes, faire des tâches rébarbatives comme ça, c'est comparable à de l'esclavage, etc. De la même façon, voilà, il y a des références à Matrix trop pop culture que je trouve un peu malvenues. L'utilisation des mèmes aussi comme espèce de monnaie, tu te dis c'est malin parce qu'effectivement les IA ont besoin de cerveaux humains organiques parce qu'ils ne peuvent pas produire d'idées originales. C'est une IA ne peut pas créer d'Ali par exemple, l'algorithme d'image, elle ne crée pas de l'art, elle prend de l'art qui existe déjà et elle fait des mélanges. Et là c'est pareil, ça c'est utilisé, mais l'allégorie du mème quelque part du coup donne beaucoup de blagues sur les mèmes de chats et tout, qui à la longue tu te dis ouais, j'ai compris. Du coup voilà, ouais, ça permet d'avoir ce commentaire un peu, ce commentaire sur la culture, oui, même, non, sur la culture internet, que nous on pratique en fait. Tout à fait, mais c'est une question de dosage en fait, je trouve. Et pour moi, il y a des petites fautes de goût par-ci par-là qui n'entachent rien à mon plaisir de lecture évidemment. Mais s'il y avait une suite de cette autrice, N.K. Jemisin. Voilà, j'aimerais bien limite que ça fasse moins comics, mais ça fasse plus roman, tu vois, roman noir. Après, elle écrit des romans aussi, hein. Donc parce que justement, il y a vraiment une notion qui fait vraiment. Elle le dit elle-même. Elle dit voilà, je suis dans une fiction hardboiled en fait. Là, c'est là où la femme fatale devrait rentrer. Et me guider vers l'étape suivante et tout. Il y a même des costumes, tu vois, elle utilise son anneau de Green Lantern pour se faire un imperméable à un moment donné, ou pour se faire une tenue de flic qui va à un enterrement à un autre moment, ce qui sont des super bonnes idées au niveau design. L'héroïne elle-même, c'est une punchlineuse, voilà, il y a plein de vannes qui passent bien. En plus, moi je l'ai lu en VO, il y a beaucoup d'argot noir américain qui passe plutôt bien aussi. Effectivement, le fait de mettre une flic, c'est une ancienne flic, une ancienne militaire, qui a été dans les pays où les États-Unis vont pour soit régler des conflits, soit choper les puits de pétrole, qui a assisté à de la violence policière en direct et tout. C'est un propos intéressant par rapport au côté ACAB en fait, parce qu'il y a pareil, il y a des faits de violence policière dans l'espace et tout. Et c'est bien digéré. Avec une grosse scène de manifestation où les flics interviennent pour. Tout à fait, oui, ça, c'est assez violent aussi par rapport aussi au compromis de la paix. En fait, toutes les idées qui sont mises par rapport à la gestion sociale d'une société. Désolé pour la répétition. Je trouve ça bien écrit, bien fait. Effectivement, c'est là que le bouquin trouve son âme, son souffle. Beaucoup plus à mon avis en fait que dans les strates art science qui sont intéressantes mais qui sont juste de l'allégorie. En fait, ça, tu vois, il y a un peuple organique, il y a un peuple végétal et il y a un peuple informatique. Donc tu comprends un peu, tu vois, c'est-à-dire que le peuple végétal a envie de bouffer l'humain, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste que c'est une plante, c'est un être naturel. Il a besoin de faire ça, tu vois. Alors que le peuple organique, avec les ailes dans le dos, là, j'oublie les na, eux, pour le coup, c'est plus l'intelligentsia, l'humanité, la norme, etc. Et l'informatique, à l'inverse, c'est plus le progrès technique, l'outil, etc., etc. Donc tu fais tout ça est très allégorique et t'as pas besoin en fait de comprendre comment marchent les peuples A et B. C'est très intéressant comment c'est fait parce que effectivement c'est recherché, c'est bien architecturé. Mais voilà, moi le côté polar, le côté pulp passe plus au second plan par rapport vraiment au message que je trouve vraiment bien fait par rapport à la lutte ethnique, même par rapport au féminisme, par rapport à l'homosexualité. Par rapport même au côté libéré du cul, tu vois, parce qu'il y a quand même un peu de cul dans cet album. D'ailleurs, c'est marrant comment Campbell justement ne veut pas en faire une bimbo de SF classique, tu vois, par rapport à même des personnages comme Jessica Cruz, je crois que c'est, non, enfin la Power Ring. Ouais. Tu vois, qui est quand même une nana, voilà, qui a des jambes de mannequin, de 90 cm de long et tout. Là, Jo Mullein, tu vois, elle est plutôt petite, elle a des hanches larges, elle est musclée, elle a des bonnes épaules, tu vois, elle a plus un physique de militaire ou de femme noire que tu pourrais croiser dans la vraie vie. Et pas justement le truc à la Captain Marvel où il faut qu'elle soit immense, qu'elle ait des longs cheveux et tout.
Donc c'est plutôt cool. Même il y a des références à Janelle Monáe. Je pense que c'est vraiment la coupe de Janelle Monáe qui inspire la coupe de Joe Mullane, parce que elle est référencée. Daft Punk aussi, une référence à Daft Punk dans la BD. Graphiquement, c'est effectivement assez exceptionnel. Moi, je te dis, on est vraiment pas loin en fait d'un truc que je trouve irréprochable. Mais il y a un petit laisser-aller qui fait peut-être plus mainstream, qui me gêne pas au demeurant, mais je pense qu'on aurait pu un peu tailler dans le gras, parce que effectivement le concept, c'est pour ça qu'Équilibrium est un film de merde, parce que tu ne peux pas écrire une BD où il y a pas d'émotion, ça c'est impossible, et aussi une fiction quelconque en fait. Si tu t'arrêtes 2 secondes pour y réfléchir, ça peut pas tenir debout. Et d'ailleurs eux-mêmes, si tu veux, essayent de détourner le problème en parlant en fait du switch off, du côté ils peuvent se débrancher des drogues et tout, de cette drogue là et tout. Au global, moi j'ai bien aimé. Je trouve que limite ça fait moins Young Animal que Black Label en fait, et c'est cool, comme Andromeda, comme Rorschach, comme les Batman, Killer Smile et tout, d'avoir justement cet espace de créativité qui s'autorise à faire du super-héros social, du super-héros intéressant, du super-héros graphique aussi, et de ramener le Green Lantern à son côté art science plutôt que de nous remettre encore une fois les bastons de mecs avec des bagues. On a déjà vu 10 fois et que personne ne pourra faire mieux que Geoff Jones de toute façon. Donc très bonne lecture au demeurant. Je vous la conseille évidemment. J'aurais juste quelques petits reproches en plus que par rapport à toi. Mais sinon, ça n'empêche pas qu'effectivement, je vois pas pourquoi la ramener dans l'univers DC principal, à part pour lui filer un boost de popularité. Faites un volume 2, où limite elle change de colonie, ou parce que ce message-là n'est pas totalement résolu à la fin de l'histoire. Hein. Il y a une sorte de prise de conscience politique où des politiciens se responsabilisent. Il y a un vrai appel au chaos. Il y a même une sorte de compromis étrange qui est trouvé entre les peuples et par rapport à d'autres agresseurs et tout, qui pourrait te poser la question en fait de quelle réponse elle donne à la lutte armée des guérillas, des factions, etc. Mais en vrai, t'as pas tout dit du tout avec cet album-là, tu vois. Tu peux aller beaucoup plus loin, ou même voilà, changer de paysage. Donc voilà, si DC m'écoute, et j'en doute, Jim Lee, si tu m'écoutes, tu peux faire un tome 2 avec Black Label. Très bien. Merci Corentin. Donc comme on le disait, c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 30€. Polar, ambiance polar toujours, avec November qui a enfin trouvé une version française aux éditions Sarbacane. Donc c'est le titre dont on avait déjà un petit peu parlé pour la VO, donc de Matt Fraction et de Elsa Chartier, avec les couleurs de Matt Hollingsworth. Et l'édition française fait bien les choses, puisque au lieu de proposer 4 tomes, 4 courts tomes, c'était quand même un des reproches principaux qu'on pouvait faire en November, c'était que les albums en VO étaient vraiment très courts. Là, ce sera en 2, donc un album français regroupe 2 albums VO. Donc on commence avec La fille sur le toit pour cette histoire qui fait s'intercroiser le destin de trois héroïnes, de 3 jeunes femmes, alors qu'ils n'ont rien, il y a pas de super-héros de ça. Donc avec Z notamment, c'est Dee, qui est une jeune femme un peu à problème, on va dire, qui a un peu perdu le sens de sa vie, qui se drogue et tout ça, et qui un jour va rencontrer un mec qui lui dit: écoute, je t'offre un boulot très simple, tu vas vivre dans un appartement tout frais payé, tous les matins tu dois rentrer des codes, appuyer sur un bouton, et tant que le voyant est rouge et tout, c'est cool, tu dois faire ça tous les matins et t'auras $500 par jour. Et donc elle le fait, et avec toujours quand même la crainte de mais qu'est-ce qui se passe le jour où je réussis pas, ou si j'arrive pas à faire ça, et que le voyant rouge s'éteint. Et le mec lui dit là, vaut mieux pas que ça arrive, quoi, sinon ce sera un peu la fin du monde. Et forcément un jour elle déconne, et puis elle arrive à la bourre, et le voyant s'éteint, et ça va mettre en branle tout un tas de réactions en chaîne, dans lequel les 2 autres personnes vont forcément intervenir. D'une part, une fille simplement qui tombe en fait sur une scène de crime en fait, et trouve un revolver, décide d'appeler la police, et en fait se retrouve face à des personnes bien moins bien intentionnées que ce qu'elle ne pensait. Et de l'autre côté, l'agente de police qui a eu cette femme au téléphone, qui va elle comprendre qu'il vient de se passer quelque chose d'absolument pas normal suite à ce coup de fil. Et donc voilà, on va suivre les destins de ces 3 femmes en essayant de comprendre du coup surtout c'était quoi cette histoire de code de téléphone et de voyant rouge sur une porte. Qu'est-ce que c'est, un peu la mystery box vraiment sur laquelle tout repose, avec des constructions où justement on s'intéresse à la fois au destin des personnages dans le présent, mais on va aussi revenir dans le passé pour comprendre comment les héroïnes en sont arrivées là. Et c'est un superbe travail de découpage et de mise en scène de la part d'Elsa Chartier, qui emprunte forcément, on pense beaucoup au Parker de Darwin Cook. Corentin, on cite aussi David Mazzucchelli là-dessus. Je pense que tu seras encore plus élogieux que moi, que je trouve que cette version française est assez idéale dans la façon qu'elle a de recouper 2 albums, et je trouve que quand même
même avec cette double pagination, ça va quand même assez vite au final, et que ce premier tome peut te laisser un petit peu sur ta faim parce que t'as vraiment toujours pas de réponse. Tu comprends très bien en fait au final qu'est-ce qui s'est passé sur ces trois personnages-là, et tu dis quand même la raison initiale. Par contre, tu dis putain mais bordel, qu'est-ce que c'était que tout ça, pourquoi c'est arrivé. Et bah heureusement il y aura pas longtemps à attendre puisque la suite de November arrive cet automne. Je sais même d'ailleurs ce serait rigolo que ça arrive en novembre idéalement, mais voilà, mais c'est quand même une très bonne entrée en matière, c'est de la très bonne BD. Je laisse Corentin faire l'apologie de cette BD. Oh bah j'ai pas énormément de choses à rajouter, comme tu l'as dit. C'est bon, moi en fait je l'ai fini November, donc ça va être compliqué d'en parler sans vous spoiler. Pour être précis, c'est l'adaptation du City of Glass de Paul Auster par Karazic et Mazzucchelli, effectivement, qui est la référence principale, je crois, en tout cas, je crois même que Chartier l'avait confirmé, pour l'utilisation du dessin, parce que c'est justement une BD qui utilise beaucoup le motif, et là c'est le motif du grillage en fait qui revient très régulièrement. C'est très adapté au style de Fraction qui en fait je crois que ça vient presque de cet album-là et de Jimmy Olsen, quoique c'était déjà un peu aussi le cas avant, mais il construit ses histoires comme des labyrinthes en fait. Complètement, ouais. Quoi de mieux en fait qu'un labyrinthe pour une enquête polar comme ça, avec différentes identités qui cherchent leur chemin dans le même labyrinthe et qui vont forcément finir par arriver au même croisement. C'est aussi beaucoup un album qui prend un risseau, notamment pour les effets d'ombre et les yeux qui apparaissent dans les ombres. Pareil, une référence que je pense, de ce que je comprends de ces vidéos, les Chartier a beaucoup utilisé. Déjà pour moi voilà, c'est le plus bel album de Chartier. Il y a pas, je pense même que son origine historiographique c'est plus ça en fait maintenant, et moins que Infinite Loop qui faisait beaucoup plus Darwin Cook like au féminin. Là on est même vraiment Bruce sur like par moment au début. Ouais, quand clairement, même. ouais. Là on est vraiment sur une maturité graphique. Et je suis content de pouvoir enfin en parler parce qu'effectivement, je trouve ça très étonnant que personne ne se positionnait avant. Enfin, Fraction, c'est pas n'importe qui. Chartier, en France, c'est facile de la prendre pour pouvoir la déplacer en dédicace. Ça coûte moins cher que de payer 2 000 € pour un Américain le billet d'avion, quoi. Ouais, dans les faits, Fraction, en fait, le truc, c'est qu'il a quand même associé à des choses qui n'ont pas marché du tout en France parce que Glénat, mais genre Sex Criminals, en fait, ça a tué quand même, en fait, sa possibilité d'avoir une meilleure empreinte, en fait, auprès du public français. Oui, mais c'est aussi peut-être la forme de prix qu'ils avaient fait pour les enchères, avoir les droits. Oui, non, mais il y a ça, mais c'est dire que même, voilà, c'est un artiste, enfin, un auteur, du coup, qui a pas réussi à faire vendre beaucoup et qui, du coup, a pas forcément réussi à être bien identifié. Et du coup, on arrête de publier. C'est comme ça, ils vendront encore. Alors ça, c'est très pragmatique, par contre, hein, Corentin, tu sais, c'est pas moi qui choisis, hein. Là, mais dans ce cas-là, on fait plus rien. Bref, c'est encore le fameux débat. Oui. C'est le fameux débat de est-ce qu'on fait Spaceman ou pas. Avoir des risques, je sais pas. Bref. Spaceman a des risseaux et voilà, on y revient, tu vois. Oui, c'est ça, c'est toujours le débat. Écoutez l'intro cachée de ce podcast. Donc, ouais, donc c'est effectivement un super bouquin, je trouve. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a un usage des silences, un usage du bruit, un usage de la ville, qui est le personnage principal de la BD, du secret, du mystère, des allers-retours dans le temps, qui pour moi marche mieux que tous les autres labyrinthes de Fraction, en fait. C'est pour moi l'une de ses meilleures BD, ça pourrait peut-être être considéré comme un de ses magnum opus avec Sex Criminals, parce que Fraction, il a fait des saloperies chez Marvel, hein. C'est un mec, c'est pas qui vient pas du néant. Il a un parcours de scénariste. Il a fait Hawkeye, quoi. Avant ça, il avait fait des trucs comme Greatest Fear ou je sais plus quoi. Enfin, il avait fait des trucs chez Marvel qui étaient vraiment abjects. Et c'est avec Hawkeye effectivement qu'il a trouvé ce côté labyrinthe, ce côté silencieux aussi, ce côté les dialogues qui fonctionnent pas, qui s'écoutent pas, qui arrivent pas à cliquer, l'intériorité de ce personnage qui passe justement par des scènes de silence ou de quotidien où en fait il ne se passe rien et juste on les suit, on les voit évoluer dans une sorte de morosité, en fait, tu vois, il y a ce truc-là. Et là, c'est une BD qui est assez morose aussi, hein. Elle peut être suffocante. Non, le tome 2 est beaucoup plus suffocant et beaucoup plus action aussi, il est assez violent. Mais le tome 1, c'est vraiment juste de l'évocation d'une normalité noire, et effectivement, dans le dédale, où on sait pas qui fait quoi, qui veut quoi, qui est quoi, limite, on a du mal moi, là, j'ai lu 2 fois le premier tome, quand il est sorti en VO, que j'avais fait la review à l'époque. Ouais. J'étais en mode genre, ah ouais, ok, donc là, si je reconnecte à cet endroit-là, ça veut dire que ça, c'est ça, et tout, mais en fait, t'aimes bien te perdre là-dedans parce que tout est atmosphérique. Limite tu te demandes si ça a besoin d'avoir une réponse à la fin en fait, et tout n'est qu'un gigantesque jeu d'échecs en forme de ville, tu vois, où chaque pièce va trouver son chemin jusqu'au lecteur, à tel point qu'en fait c'est fascinant de se dire que avec si peu de mots et avec une technique comme ça, on arrive à rendre une histoire qui au demeurant assez simple, hein. Une fois que t'as lu les 4 tomes, tu comprends que oui, c'est pas forcément le but de la résolution qui va être le plus intéressant. Enfin, c'est très bien la fin, je dis pas, voilà. Pareil, le point de vue féminin, on va dire,
c'est une écriture assez burnée, je trouve, et enfin, c'est paradoxal de dire ça, et assez fraîche, justement, pour écrire des personnages féminins sans tomber dans le cliché, sans tomber dans le pathos. Tu vois, le tome 2 avec le cerf-volant, par exemple, qui est une super allégorie à la fois de la liberté, de la maturité, ou de l'espèce de candeur, du courage et tout, que met l'héroïne là-dedans. Tout le côté, ouais, voilà, le danger que peut représenter une ville pour ces personnages-là, ou encore une fois, l'aspect vraiment très triste et très réaliste de leurs histoires de couple individuels ou leur sexualité individuelle. Il y a une vraie identité dans ce projet. Et j'aurais du mal à en dire plus, en fait, sans avoir la série complète entre les mains. C'est vraiment une BD, voilà, qui a une âme, qui a une race, qui a un truc que beaucoup d'autres BD n'ont pas. Et beaucoup d'autres polars n'ont pas non plus, parce que là, on n'est pas du tout dans l'explication, on n'est pas dans l'exposition, on est dans l'inverse de ça, on est dans un truc qui t'ouvre une porte et qui te dit, vas-y, paume-toi là-dedans, et tu verras, en plus, c'est beau. Et donc, bah, moi, je me suis paumé, j'étais ravi, et effectivement, je trouve, c'est vraiment acceptablement que je suis tombé amoureux d'Elsa Chartier. Enfin, pas de la personne, parce que j'ai une très bonne personne en demeurant, mais je veux dire, je suis amoureux de son style graphique, et que justement, j'aimerais la voir plus souvent, parce que je trouve qu'elle dégage un truc. Faut que tu lises Love Everlasting, frère. Ben, je suis en retard là-dessus, malheureusement. Mais je trouve qu'elle dégage un truc sans l'appui, justement, des dialogues, parce que Fraction, c'est aussi les dialogues qui cliquent, tu vois. Il a ce côté, rythmique à la Bendis, en tout cas, il a pu l'avoir dans Hawkeye, qui là, justement, disparaît complètement. Et il lui fait une pleine confiance pour faire elle-même son truc. Et tout le côté les vidéos, enfin le côté vidéaste où elle décompose des planches, où elle te montre comment elle donne de l'effet, etc. Là, c'est limite un bouquin pour apprendre à faire de la BD, tu vois, je trouve. Au niveau de comment justement tu peux faire un découpage, comment tu peux maîtriser une scène d'action, les allers-retours dans le temps, etc. C'est vraiment génial, et en tout cas plastiquement, je trouve ça irréprochable. Très bien. Après, il faut aimer justement les labyrinthes, il faut aimer les BD d'ambiance, il faut aimer ne pas comprendre aussi au début. C'est pas du Batman, c'est pas du Brubaker non plus. C'est un style de polar très particulier, donc voyez si c'est votre truc avant, mais en tout cas moi j'ai été vraiment séduit. Très bien. Corentin, on enchaîne sans plus tarder. On est de nouveau avec du DC Comics et avec du bon DC, je crois bien, puisque on va parler Qu'est-ce que c'est que ces points d'accent marseillais là, ouais, je sais pas pourquoi ils sont là, ils viennent naturellement. C'est gênant un peu. C'est terrible. Tu sais que t'es d'Alsace au départ. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolé, mais on va parler de Swamp Thing. Swamp Thing Infinite. Swamp Thing is killing the children. The Swamp Thing en VO. Oui, alors qu'est-ce que ça vaut, ça? Oh, mon gars. Là, on est bien. C'est génial. C'est Ramvé et Mike Parkins. Donc, comme on avait déjà vu sur les deux Infinite Frontier, j'ai envie de dire. Non, les deux numéros Future State, qui sont d'ailleurs inclus en préambule de cet album. Oui, bah, qui sont même bienvenus. Hein. C'est une très bonne histoire en deux numéros. Mais ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. Ce qui va être le connecteur entre les deux, c'est l'utilisation de Woodrue, enfin, éventuellement, et la façon qu'a Perkins de présenter des espèces de séances d'anatomie pour son Swamp Thing, parce qu'il a un dessin qui va chercher dans l'organique lui aussi, mais dans l'organique concret, l'organique réel, c'est-à-dire on va mettre le nom que vous utilisez, vous les scientifiques, pour regarder un truc à la loupe là, comment ça s'appelle? Un microscope, merci Arnaud. On va mettre au microscope les cellules, je sais pas, je suis fatigué, les cellules du Swamp Thing, il y a beaucoup justement cette utilisation. On est dans du Vertigo, et ça me fait merveilleusement plaisir de dire ça, on est dans du Vertigo classique des années 90, à l'ancienne, quand le bizarre ne faisait pas peur aux éditeurs, mais que c'était un argument de vente. On pourra bientôt parler du Sandman, par exemple. Je trouve que l'adaptation perd un peu ce côté bizarre, ce côté anormal, ce côté on est là pour voir de la BD pas extrême, mais qui t'as l'impression qu'un mec te tripatouille le cerveau, tu vois. C'est pas olfactif, c'est pas auditif, c'est juste vraiment on te touche ta zone de santé mentale et on te dit ceci n'est pas normal. Et là vraiment on y arrive, on est dans une BD d'ambiance pareil, qui utilise incroyablement bien le dessin, les couleurs sont, j'ai oublié de parler des couleurs de Matt Hollingsworth aussi pour November, incroyable les couleurs de Matt Hollingsworth avec les pattes bichromatiques à chaque fois, c'est génial, voilà, bref. Là, voilà, je sais pas qui est le coloriste d'ailleurs de cette BD là, de Swamp Thing, mais on est vraiment, voilà, l'utilisation des couleurs, du violet, du vert criard, un propos qui va vers l'écologie, tout en s'en éloignant, c'est-à-dire que c'est présent, il y a un motif écologique dedans, du rapport de l'humain à la nature, mais c'est plus un rapport de l'humain à l'espace physique, terrestre, je veux dire, avec au début le désert, où on dit qu'il y a un personnage qui se prend pour un désert, ou le désert qui se prend pour un personnage, et après on parle de la famille du héros, donc c'est un nouveau Swamp Thing, ce n'est plus Alec Holland. Sa famille à lui, justement, était attachée à un terrain, et c'est l'histoire de ce terrain qui sert, un peu comme dans les Left Star, de repère chronologique, de repère identitaire pour la famille du héros, et qui va devenir l'incarnation idéale, on va dire, de ce qu'est le Swamp Thing, c'est-à-dire le rapport au terrestre, le rapport au vivant et aussi le rapport de l'humain au vivant, parce que là il est plus question de dire est-ce que Swamp Thing est un homme ou une plante, c'est les deux à la fois, voilà, on a résolu ce problème depuis longtemps.
Il y a des promenades dans le green qui sont merveilleuses. C'est vraiment c'est bizarrement fait, justement. C'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est vraiment bizarre comme intro, parce que c'est une origin story quelque part. Mais il y a pas du tout, si vous lisez par exemple le Ultraman de Kyle Higgins, là vous avez une origin story très hollywoodienne avec début, milieu, fin, éléments déclencheurs, péripéties, apprentissage du héros. Là c'est pas du tout le cas. Là vraiment le héros se découvre petit à petit avec une sorte de d'aisance anormale par rapport à ce qui lui arrive, tout en conservant son rapport à l'humanité. Et je pense que l'une des références c'est quasiment cité, c'est le cinéma de Cronenberg, parce que chez Cronenberg, en fait, on a parlé du body horror, on a parlé de côté psychologique, on a parlé plein de trucs comme ça. Il y a un motif récurrent qui est la transformation. Les personnages sont quelque chose au début du film et ils deviennent autre chose à la fin. Seth Brundle devient la mouche, le héros de History of Violence devient celui qu'il était avant, etc., etc. Il y a toujours ce motif de transformation identitaire ou de la quête d'identité dans un monde en mouvement. Et là, c'est pareil, en fait. D'ailleurs, même c'est cité à un moment donné quand il parle du mec qui erre dans le désert et qui raconte l'histoire, le flic. Il te dit, le mec s'appelait Seth quelque chose ou machin Brundle. Seth Brundle, c'est le nom du héros de la mouche. Donc, il te cite volontairement, justement, lui-même, Cronenberg. On est vraiment, dans ce côté, cette écriture qui se fout complètement, justement, des codes mainstream, qui va te faire plaisir à toi, fan de Swamp Thing. Il a lu Alan Moore, il a lu Kelly Jones. Il y a des références graphiques qui sont évidentes à Kelly Jones. T'as vraiment des plans, genre le scan de cerveau, pour te matérialiser sa transformation en Swamp Thing d'un point de vue, mais quelle idée, quoi. Enfin, c'est une super idée, pour le coup. Transformation de super-héros, entre guillemets, juste vu à travers un scan d'IRM, c'est génial. Pareil, la promenade dans le green, qui pareil me fait grave penser à Sandman, dans ce côté, il y a les échos des personnalités qui étaient encore là à l'époque, qui vont le guider, et lui qui peut avaler leurs souvenirs juste en touchant la nature. Puis avec le Swamp Thing primordial, on va dire. C'est génial, ça. Un pur design aussi. Ça, c'est limite du Mononoke, tu vois, avec la grande créature immense. Enfin voilà, pour ça un confluent de tout ce que moi j'aime dans les comics. Et qui est une preuve en fait qu'on arrive encore à se réinventer avec ce personnage aussi. Exactement, mais Ram V de toute façon, c'est comme Mark Russell, c'est un gars, il va falloir le suivre et il fait que des bonnes choses. Là pareil, on retrouve ce côté vie ratée ou rapport à la famille complexe qu'il y avait dans Blue and Green, qu'il y a dans les La Star. Il a toujours aimé cette espèce de... Et qui amène le côté tragique de personnage, qui a du coup aussi une tragédie pour lui, qui n'est pas celle d'Alec Holland, mais qui permet d'apporter une autre forme. Exactement, ouais. Et puis on a un numéro 5 par Mike Spicer aussi, qui amène un peu de variété graphique, qui est très agréablement fait, qui est plus toon, mais qui est quelque part tout aussi agréable que les transitions de Bergara dans les Hellblazer de Spurrier. D'ailleurs, on pourrait le comparer en fait. C'est un peu la même chose. C'est le Hellblazer de Spurrier que vous devez de lire si vous êtes des gens de bon goût. C'est la même chose ici, c'est-à-dire qu'en fait, on va t'oublier 20 ans de Swamp Thing ou de Constantine et te dire, en fait, venez, on retourne à l'époque de Fegredo, on retourne à l'époque de Milligan, on retourne à l'époque où les mecs, ils faisaient des gros doigts au lecteur mainstream en mode genre, viens, deviens adulte, fume un bédo, viens avec nous, on est bien. Et vraiment, moi, je te dis, c'est une plongée en arrière qui me fait le plus grand bien. Et je trouve vraiment qu'il est super fort à la fois dans l'horreur, dans le propos identité, dans ce travail d'ambiance qui est exceptionnel. Mais moi, je trouve, en un numéro, je suis accroché, tu vois. Après, c'est mes goûts. Hein. Je peux très bien comprendre qu'un mec qui a préféré le Swamp Thing de Scott Snyder, par exemple, se dise, ouais, non, c'est compliqué ton truc, ça m'intéresse pas. L'histoire avec le frère, là, je m'en fous. Et oui, il y a aussi une équipe de super méchants qui est là, parce que pour le coup, c'est vraiment connecté à l'univers DC. Mais ça pourrait être du Black Label, en vérité, hein, au demeurant. Donc, ouais, une super lecture. Ram V for the win, je t'aime, et lisez tout ce que fait Ram V en général. Voilà, donc c'est disponible chez Urban Comics pour la somme d'une 30aine d'euros également. Corentin, 12 numéros, quand même. On continue, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est 10 et 2, ouais, c'est ça, donc ça fait 12, effectivement. Fort en calcul. On retourne du côté de Panini avec un petit peu de Marvel classique, enfin pas classique, mais voilà, une autre carte blanche laissée à un auteur, puisque on parle du Fantastic Four, l'histoire d'une vie, qui est fait par Mark Russell, un auteur, voilà, comme Ram V, comme... Pardon. Ouais, continue tes conneries, toi. Donc un auteur que l'on aime bien suivre, hein, comme beaucoup, et dessiné par Sean Izaakse. Alors ça reprend le principe des l'histoire d'une vie, donc qui avait été initié avec le Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Zdarsky, qui est d'imaginer ce qui se passe si les héros créés dans les années 1960 avaient vécu et vieilli normalement au fil des décennies. Et donc là on reprend vraiment la même chose, sauf que à l'inverse du Spider-Man de Zdarsky, l'idée est pas d'essayer de compiler en 6 numéros tous les grands moments de l'historique des
Fantastic Four, mais de prendre en fait un point central qui est le plus grand ennemi en fait de Mr. Fantastic et des 4 Fantastiques, c'est Galactus, et en fait d'utiliser ça comme une forme de métaphore en fait sur l'arrivée d'une catastrophe imminente qui est su et perçue par la société, sachant que malgré son approche imminente, elle ne fera rien pour s'en sortir. C'est toujours Mark Russell, donc c'est toujours de la satire, c'est toujours un propos quand même sur nos sociétés moderne, sauf que là ça utilise de façon très intelligente Galactus comme métaphore, comme allégorie de la crise climatique, hein, grosso modo. Vraiment c'est assez évident de voir la chose, puisque on nous dit avec les rapports du GIEC, la chose est dans la BD. Voilà, en plus carrément. Mais on nous dit voilà tous les mois avec les rapports du GIEC que en fait on va tous crever si on fait rien, et là c'est vraiment Reed Richards qui dit il y a Galactus qui arrive, tout le monde est au courant, c'est aussi Don't Look Up un petit peu dans l'esprit, on va forcément sans déconner, et donc voilà, c'est vraiment cet esprit là d'utiliser donc Galactus comme vraiment un peu la forme de fin du monde, et de voir comment en fait comment à la fois l'humanité n'arrive pas forcément à se mettre en branle malgré le fait que des super-héros avertissent de ce qui se passe, mais aussi la façon d'explorer le caractère de Reed Richards et son obsession en fait en tant que scientifique, qui va lui faire perdre notamment au fil de sa vie ses relations avec ce qu'on appelle la première famille Marvel, et justement de voir comment en fait cette famille là elle est assez dure en fait, c'est dur de garder un équilibre familial quand on est à ce point obsédé par ce grand inconnu scientifique, cette grande menace qui pèse et qui devient complètement obsessionnel pour Richards. Moi je trouve que c'est super bien écrit, je trouve que il y a toujours ce côté génial chez Mark Russell où enfin c'est pas forcément génial en fonction de notre état d'esprit, mais tu ressors toujours de ces lectures un peu déprimées quand même, où c'est très acide à la fin dans la lecture, très lucide aussi en fait sur ce que ça raconte effectivement de nos modes de pensée, un petit peu des travers qu'on a en tant que société occidentale, et en même temps parfois c'est rigolo, et en même temps parfois c'est juste un petit peu blasant, parce que en fait ça te rappelle une forme de constat que tu peux faire vraiment tous les jours quand tu regardes les infos, et que peut-être que l'escapisme du coup ne fonctionne pas forcément. Après sur le plan de vue du dessin, c'est pas le truc le plus incroyable qui soit. Effectivement, Sean Izaakse, c'est pas le meilleur dessinateur de chez Marvel, donc j'imagine que ça aurait pu gagner à être un peu plus joli. Mais ce que je trouve vraiment, ce qui m'a vraiment plu aussi, c'était de voir comment il a réussi à se démarquer de Zdarsky sur cet exercice-là, et justement à pas faire juste du fan. Enfin, moi j'ai bien aimé l'histoire d'une vie, mais après je trouve que ça s'adresse vraiment juste à ceux qui connaissent par cœur l'histoire de Spider-Man et qui s'amusent un peu à reconnecter les points en faisant un Who's Who, mais avec une timeline un petit peu différente. Là je trouve que c'est un petit peu différent. Après je suis moins connaisseur aussi des Fantastic Four, donc j'avais pas peut-être qu'il y a des points de repère qui me manquent. Il y en a un, mais pas. Mais voilà, je trouve que c'était quand même au début. Ouais, c'est ça, mais je trouvais que pour le coup c'était vraiment assez différent dans la réalisation, et ça montre limite qu'on peut quand même, malgré un concept identique, on va dire une sorte de trademark qui a posé, donc qui est le life story, en fait on peut réussir à faire des histoires qui sont quand même assez différentes les unes des autres, et ça aussi pour moi je trouve que c'est un bon point. Et Corentin il me disait hors micro Fantastic Four life story c'est de la merde, donc voilà, je crois qu'il n'est pas il n'est pas du même avis que moi. Non, moi ça a pas marché sur moi en fait. C'est tout bête, mais tu vois, bon déjà comme pour Tom Taylor, il y a une impression de répétition qui s'installe au fur et à mesure que tu lis quand tu lis tout ce que fait le mec, ouais. Bah oui, c'est ça, et je trouve ça facile déjà d'une manière générale. Pour moi, il y a un problème avec le concept même de life story, je trouve que c'est une mauvaise idée en fait. Et Spider-Man en lui-même, déjà le Spider-Man, je trouvais ça vraiment, je vais le dire tel quel, je trouvais ça pourri. J'ai vraiment détesté cette histoire, je la trouve extrêmement facile, mais d'une simplicité même, mais je pourrais écrire ça en fait. Donc c'est vraiment très facile. Non, mais les life stories, c'est un plagiat de ce que fait Kurt Busiek depuis qu'il a commencé les super-héros, c'est-à-dire mettre de la vraie vie dedans et le passage du temps aux éléments de la société réelle, etc. C'est tellement simple, en fait, de faire chialer les gens en leur brossant dans le sens du poil trucs qu'ils ont déjà vu avant, ou leur mettant un peu d'humanité en mode genre, regardez, ils vieillissent, un jour ils vont mourir, que ça m'étonne même que les gens répondent à ce point-là à l'appel. On a déjà vu, je sais pas, Forrest Gump, on a déjà vu des tonnes de films, Benjamin Button, qui prennent, en fait, le prisme d'un personnage particulier, et qui lui font faire un voyage à travers la vie, dans lequel on insère des éléments du réel pour que il y a un côté récompense un cerveau de la récompense, tu vois, mécanisme de la récompense dans le cerveau, tu vois, en mode genre, j'ai reconnu tel truc, qui parle de ça, tu vois. Là, c'est pareil, il y a des trucs qui sont intelligemment faits. Genre, tu parles du côté réchauffement climatique. Moi, ça m'a pas accroché plus que ça. Je veux dire, c'est présent 3-4 numéros, et ensuite, l'humanité a l'air de prendre conscience du problème et de se mettre en ordre de bataille. On va, sans spoiler, évidemment, la résolution de cette allégorie-là, je la trouve vraiment manquée en termes de mise en scène, et même en termes de ce que ça pose comme question.
Parce que c'est trop fictionnel, en fait. Le réchauffement climatique n'est pas à Galactus. Et le problème, c'est qu'on peut pas juste mettre une patate. Tu vois, on peut pas juste s'organiser et dire, regardez, on va mettre des déflecteurs laser pour lui casser la gueule. De la même façon, Galactus, c'est un phénomène naturel, et là, je trouve qu'il y a une sorte d'incompréhension par rapport à ce que c'est. Mais, si on prend un peu le truc dans le bon ordre, enfin, dans l'ordre, qu'est-ce qui est bien? Il y a, l'idée que ça passe par différents points de vue. Ça, c'est cool. Par exemple, l'histoire avec Johnny Storm est bien foutue parce que justement, lui, sa réponse, lui qui est pas scientifique, lui qui a un rôle proactif très léger, c'est plus, on va tous crever, donc autant essayer de profiter de la vie. C'est ça, c'est d'idées super. Donc voilà. On fait la fête. Et donc, quelque part, c'est aussi l'un des messages de l'album, parce que souvent, tu vois les différents points de vue qui disent peut-être que Reed, en fait, il est en train de perdre son temps à s'obstiner, peut-être que à force de combattre un truc qui a peut-être, s'il arrive, bah, il aura pas réussi à l'empêcher, donc il sera battu pour rien. Et s'il y arrive pas, bah, il aura juste passé sa vie à courir après un fantôme. Il y a un côté un peu ode à la vie à travers tous les personnages qui est pour le coup assez agréable, assez frais. Effectivement, on a peut-être besoin de lire ça en ce moment. Par contre, ouais, déjà Isaacs, c'est pas possible. La lutte de la femme invisible, par exemple, je la trouve beaucoup plus intéressante parce qu'il y a un propos féministe aussi là-dedans. Elle participe à des marches, elle veut aller devant l'ONU. Il y a même encore une fois une sorte de réalisme par rapport à ce que pourraient faire les super-héros s'ils étaient proactifs. Genre le Wakanda qui développe un vaccin contre le sida. Tu vois, ça c'est super intéressant, mais on le voit pas assez. On voit qu'il y a des fédérations de héros qui vont à l'ONU, qui veulent essayer de changer les choses. Ce qui fait que pour moi, en fait, le côté Galactus passe déjà un peu au second plan. Et on fait que suivre Red Richards qui s'obstine. Mais on sait qu'il est obstiné, c'est même tout le propos de Ultimate Fantastic Four. C'est un truc que t'as déjà vu même au cinéma, genre en film Team Story, t'as aussi ce côté, il délaisse sa famille pour travailler. Mais moi, on m'a pas appris grand chose, si tu veux, dans cet album-là que je savais pas déjà, en fait. J'ai juste l'impression d'avoir lu une histoire différente des Fantastic Four avec la notion de passage du temps. Derrière ça, bah, The Thing, il est toujours un peu énervé au début parce que il est transformé en rocher géant, mais à la fin, ça devient le pote de Red Richards. Johnny Storm, c'est toujours un glandeur qui veut kiffer la vie. La femme invisible, c'est toujours l'allégorie depuis qu'elle a été créée et qu'on s'est aperçu qu'en fait, c'était une femme qui devenait invisible, donc c'est un peu sexiste de base du changement dans les comics qui essaie de prendre conscience de ces problématiques-là. Et Red Richards, bah, effectivement, il y a ce côté Don't Look Up, mais c'est là qu'intervient mon problème avec l'album, en fait, c'est que je trouve que Mark Russell est beaucoup plus pertinent quand il est pas chez des super-héros, quand il a pas à respecter des figures préétablies, et quand juste il massacre l'humanité, comme on devrait le faire quand on est justement face aux problèmes quotidiens qu'on a par rapport à nos élites. Je trouve par exemple la scène avec Reagan est vachement bien, parce que en fait tu t'aperçois que c'est ça la vraie vie. Si effectivement un scientifique avait été voir Reagan et lui avait dit viens on sauve le monde, il lui aurait répondu ouais mais il faut d'abord tuer les Russes. Donc voilà, moi de ce point de vue-là, en fait je trouve que il est plus pertinent dans Prez, il est plus pertinent dans Billionaire Island, et que là, l'espèce d'équilibre de devoir nous faire chialer avec l'histoire des Fantastic Four, le côté famille, parce qu'il y a vraiment ça aussi, hein. Il insiste lourdement avec l'univers Marvel, les Fantastic Four sont la première famille, c'est de là que tout part, on leur doit beaucoup, feu d'artifice à la fin, chansons, récital et violon. Mais moi, j'ai déjà lu ça plein de fois, en fait, tu vois. Fantastic Four Requiem, ça me fait 10 fois plus chialer, Silver Surfer Requiem me fait 10 fois plus chialer de ce point de vue-là. Peut-être que c'est le dessin qui passe pas aussi. Mais je trouve, du coup, que c'est vraiment facile, que l'allégorie du coup se paume en chemin, et qu'en définitive Mark Russell est trop intelligent pour faire ça. J'attends beaucoup plus Billionaire Island 2, j'attends beaucoup plus Press 2 la suite que cette histoire-là que je trouve effectivement avoir l'impression d'avoir déjà vu par d'autres auteurs différemment, avec un léger afflux de réalité qui me fait très plaisir. Mais je trouve, enfin je te dis, moi vraiment lisez Marvels en fait. Lisez Marvels, vous avez la même tonalité, vous avez les mêmes problématiques réelles, le même passage du temps, le même commentaire sur les héros Marvel, et vous en sortez, vous avez pas envie de vous suicider. En plus, c'est encore mieux. Moi, je te dis, pourtant, je suis client des BD qui parlent de collapsologie, mais là, pareil, il y a parce que c'est spoiler de dire comment ça se termine. Oui, évidemment. La fin, elle manque de punch. Alors, ça n'a pas marché, voilà. Je saurais pas comment dire. Moi, j'ai bien, mais c'est très amer, justement, et je trouve que ça fonctionnait bien par rapport à aux espoirs que tu peux avoir dans la BD, la façon dont Russell te prend à plus ou moins contre-courant, donc je trouve que c'était satisfaisant, quoi. Après, moi j'ai pas aimé Life Story, énormément de gens ont adoré, donc peut-être que je suis trop cynique ou trop vieux lecteur maintenant, mais à mon avis Life Story c'est vraiment un coup manqué, quoi. C'est lisez les Marvels en général, même les projets de ressusciter de Marvels modernes. Je suis pas contre que Marvel mette enfin un peu de politique et de réalité dans ses fictions. Mais limite, faites-le en mainstream, quoi. Faites pas ça avec des mini-séries, parce que du coup, tout l'effet se perd dans le fait qu'il doit raconter plein de trucs à la fois et que, c'est trop chargé. Voilà.
Très bien. Pour ce constat un peu acide. Ouais, non, mais on n'est pas d'accord. Donc voilà, vous avez un avis plutôt enthousiaste de ma part et moins de la part de Corentin. Donc vous écoutez qui vous préférez. Ça, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais lisez Mark Russell quand même. Et donc c'est disponible chez Panini. Vous avez des éditions à 22€. Sinon ils ont fait une édition à dos semi-toilé, à dos toilé, comme pour Spider-Man Life Story, qui est à 26€. Donc ça dépend de. Mais après, ouais, vu que les planches intérieures sont pas non plus incroyables, peut-être pas la peine d'investir plus que ça, même si la différence est assez minime, alors que l'édition elle est quand même vachement plus grand format et un petit peu plus jolie à avoir chez soi. Et on va terminer avec Rorschach Corentin, la meilleure suite de Watchmen, puisqu'au final, à la manière de Far Sector, qui n'est pas vraiment dans l'univers Green Lantern, la force de Rorschach, c'est d'être un polar, une enquête en fait sur une tentative d'assassinat d'un président. Alors ça se passe dans la continuité de Watchmen parce que Robert Redford a été élu président, a fait plusieurs mandats, il brigue pour un 4e mandat justement de réélection. Qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a la guerre au Vietnam qui a été gagnée, donc le Vietnam est un état des États-Unis, et en fait c'est plus la suite de la série HBO quelque part. Ouais, presque. Mais ce que je veux dire, mais attends, je finis juste, après je te laisse parler. Et en fait, ce qui se passe donc, c'est que justement une tentative d'attentat sur le candidat conservateur qui s'oppose à Robert Redford est déjouée. Et ça, on s'aperçoit en fait que le tueur en fait porte l'habit de Rorschach, avec notamment son masque, et aidé par une jeune fille qui est en costume. Le mec en costume en fait s'avère être un vieil auteur de comics à succès, notamment d'une franchise de pirates, puisque dans cet univers on vous rappelle que ce sont des comics de pirates qui fonctionnent et pas ceux des super-héros. Et donc un enquêteur est délégué par le cabinet du candidat conservateur pour faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé, qui était ce terroriste, hein, le mec qui a tenté de l'assassiner. Et donc il va remonter le fil. On va commencer à suivre en fait qui était cet auteur, qui était la jeune fille qui l'accompagnait, comment ils se sont rencontrés, pourquoi Rorschach, comment il intervient là-dedans, avec vraiment un propos en face, à la fois vraiment un pur polar sous fond de complot politique, avec un énorme récitatif en fait sur la vérité, qu'est-ce que c'est, surtout le parcours d'une vérité en fait, qu'est-ce que c'est quand on raconte une histoire, et comment en fait on parvient à établir la vérité en fonction de ce que les gens vous racontent. Et au final, ce qui est très très fort dans ce récit de Tom King et Ray Forness, c'est qu'au final Watchmen on s'en branle. Enfin Rorschach au final c'est presque juste un prétexte pour en fait juste faire un gros polar sur la post-vérité et pour aussi juste kiffer Ray Forness qui arrive à changer sa façon, son style narratif à chaque numéro, à faire des idées de découpage et de mise en scène absolument splendides. Un peu moins dans le Mazzucchelli que d'habitude aussi. Ouais, mais par contre voilà, donc toi je sais que tu es plus expert quand même sur ce genre de questions, mais ce que j'ai vraiment trouvé appréciable c'est que ouais en fait Rorschach c'est juste en fait pour t'attirer un petit peu dans le truc, mais au final ça pourrait être complètement déconnecté. Après, c'est vrai qu'il y a le complot de la conspiration. Enfin, il y a tout le délire sur la conspiration avec le calmar aussi qui est importante, hein, forcément. En fait, c'est que t'as des éléments de background par rapport au récit originel qui sont importants à prendre en compte. Mais je veux dire qu'on peut avoir lu Rorschach sans avoir lu Watchmen. Parce qu'on connaît Rorschach sans... Bon, de toute façon, tout le monde a lu Watchmen, enfin, j'espère. Faites-vous rendez-vous service. Bah, vous pouvez le faire sinon avec la collection Nomade à la rentrée. C'est ça, voilà. Ou même avec un album en grande taille, c'est bien aussi. Sinon, par contre, c'est dans toutes les bibliothèques. Donc, oui, là, il n'y a pas d'excuse, les gars. J'aurais du mal à formuler mon avis. Ce qui est pratique quand on est, entre guillemets, payé pour ça. Laisse-moi réfléchir une seconde. Voilà, je sais. En fait, oui, on peut lire effectivement Rorschach sans avoir lu Watchmen, puisque l'idée, c'est pas forcément, comme tu dis, de parler de Watchmen. C'est pas à proprement parler une suite de Watchmen, puisque ça aborde pas du tout les mêmes thématiques, mais alors pas du tout. Ça prend un bout des thématiques de Watchmen, qui est les États-Unis uchroniques, et ça te développe l'idée qu'en fait, on va avoir, enfin, ce monde-là s'apprête à avoir un Donald Trump, puisque c'est un électoral. Il y a clairement l'idée que les républicains vont enfin reprendre le pouvoir et que le candidat républicain est très apprécié, mais que c'est aussi un facho. Par contre, là où je suis pas d'accord, effectivement, c'est que il faut quand même connaître l'histoire éditoriale de Watchmen pour apprécier cette BD. C'est qui Rorschach? Rorschach, c'est The Question chez DC Comics, enfin chez d'abord Charlton puis DC Comics. Et Rorschach, The Question, quoi qu'on veuille bien en dire, il a été créé par Steve Ditko. Et Steve Ditko, même d'ailleurs, c'est plutôt Mr. A en fait que Rorschach, ce qui est une autre variation du même personnage, puisqu'il a fait plusieurs fois le même personnage sous différents noms. En vérité, Steve Ditko était aussi un objectiviste. Il avait une conception particulière de l'objectivisme, pas forcément l'objectivisme le plus acharné qu'on peut imaginer,
Mais voilà, donc il a lu le bouquin Atlas Shrugs, Atlas hausse les épaules de Ayn Rand, et on a découlé chez lui l'envie de liberté qui fait qu'il a claqué la porte de chez Marvel, qu'il a fait ses BD en indépendant et des BD très didactiques, notamment Mr. A, en fait, où il expose son code moral à travers les yeux d'un super-héros punisseur qui est Mr. A. Donc Mr. A arrive, découvre une situation par rapport à la propriété, par rapport à la justice, par rapport à ci et à ça, et il y applique les idéaux de l'objectivisme, en tout cas sa conception de l'objectivisme, pour punir l'adversaire qu'il a en face de lui. Dans cette histoire-là, dans Rorschach, on a Will Myerson, qui est celui qui endosse le masque de Rorschach et qui est aussi un auteur de BD, qui vit aussi reclus, et d'ailleurs le comportement qu'il a vis-à-vis de ses voisins évoque beaucoup des interviews qui ont tenté d'être données par différents journalistes qui ont voulu essayer de contacter Ditko, qui leur a souvent claqué la porte au nez, qui leur a raccroché la gueule, ou voilà, Ditko ne voulait plus parler à personne. Il avait quelques correspondants, dont J.L. Mast, d'ailleurs, qu'on embrasse au passage. Mais c'était un mec qui voulait plus être célèbre, il voulait plus être connu, il voulait disparaître du radar. Et Will Myerson était un peu là-dedans. Sauf que là où Ditko était admiratif de Ayn Rand, Will Myerson, dans ce monde à l'envers, où justement les États-Unis de gauche ont gagné par rapport aux États-Unis de droite, et où, à l'inverse du monde réel, quand Biden va être élu, Trump, l'équivalent, va être élu dans Rorschach, eh ben, ce Will Myerson-là, c'est le décalque inverse. C'est-à-dire que lui, il est fan de Hannah Arendt, il est fan des concepts plus optimistes, plus humanistes, et en fait, ses BD à lui, bah c'est Mr. A, mais qui serait dans le bon sens le bon sens, c'est relatif évidemment, qui serait dans un sens plus à gauche qu'un sens à droite, c'est-à-dire l'inverse d'un objectiviste. Et donc du coup, lui quelque part, la croisade qu'il va mener, une croisade terroriste pour tuer un président potentiellement fasciste, c'est un terrorisme de gauche, c'est-à-dire que c'est un terrorisme guérilla, c'est un terrorisme qui vise entre guillemets le progrès. Donc c'est très particulier comme BD au point de vue du compas moral, c'est même assez compliqué à lire, je trouve. Si on veut essayer de situer ce que veut nous dire Tom King, et je sais même pas d'ailleurs encore ce que veut nous dire Tom King, j'essaie de comprendre. Il y a aussi tout un rapport par rapport à la bande dessinée elle-même. Il y a des auteurs de BD là-dedans, dont une fameuse anecdote par rapport à Otto Binder qui, après la mort de sa fille, je crois, en accident de voiture, a participé pareil à des espèces de séances de spiritisme où il écoutait des fréquences en pensant que c'était comme ça qu'on communique avec les esprits. Donc ça, c'est une vraie anecdote de la vraie vie que met Tom King dedans. Et il y a, je suis obligé de le spoiler, je suis désolé, hein, il y a un certain Frank Miller dans cette BD. Et Frank Miller, donc, dans le monde de Watchmen, on se rappelle, les super-héros n'existent pas en BD, c'est les pirates. Voilà, les pirates, le Black Rider et tout. Et là, en fait, Frank Miller a fait un pirate qui est, en fait, le Dark Knight Returns. Il a fait The Dark Thief Returns. Voilà. Ouais. Et en fait, il l'a fait avant que, le poulpe de Ozymandias détruise Manhattan. Et donc, il s'est dit, mais c'est horrible ce que j'ai fait. J'ai mis du noir, j'ai mis quand même le DKR, j'ai mis du pessimisme dans un héros, optimiste, puisque Batman, du coup, au départ, a priori, dans Silver Age, c'est un héros optimiste, et on imagine que le FIF, c'est pareil. Et du coup, en fait, Frank Miller a une sorte de renversement philosophique, exactement comme il a eu après le 11 septembre, en se disant, mais du coup, non, il faut que j'amène de la positivité dans ce monde, en fait. Et donc, tout est vraiment à l'envers. Et du coup, après, il a fait que des comics joyeux comme le Golden Age, enfin, voilà, Silver Age, quoi. C'est ça, comme Moore, quelque part, avec Suprême, après avoir fait Watchmen, tu vois, et tout est vraiment à l'envers. Du coup, c'est super intéressant à lire. Il y a un côté labyrinthe aussi, hein, mais plus par rapport à la conviction éditoriale que ça veut transporter, parce que je pense que Tom King lui-même se dit qu'il ne voulait pas approcher Watchmen autrement que comme un objet de l'édition américaine, un milestone des super-héros. Et c'est là, en fait, que pour moi, l'album est intéressant. Par contre, je vais être très honnête, l'écriture de King, et là, c'est la troisième fois que je dis ça dans ce podcast, à force, ça commence à se voir quand t'as rien à dire. Vouloir faire une maxi-série en 12 numéros, parce que Watchmen était en 12 numéros, parce que les horloges, enfin les chiffres de l'horloge et tout, c'était logique dans Watchmen. Là, il y a aucune logique. Il y a vraiment des numéros je suis désolé, qui sont vraiment très vides. Dans l'exercice de style, en fait. Ouais. C'est les numéros de correspondance entre Myerson et... Enfin, il est chouette pour la narration, mais c'est tout. Ça tient 5 pages, quoi. Enfin, et limite, justement, c'est horrible parce que moi, c'est un reproche que les gens font à Tom King pour Strange Adventures et tout. Il y a pareil des numéros qui, même pour Batman, hein, on pourrait considérer qu'ils servent à rien, ou il cite une comptine, ou alors il te fait un long monologue. Et tu dis oui, mais c'est horrible parce que moi, ça me dérange pas au demeurant. Mais là, quand même, il y a une utilisation de l'espace qui me paraît gâchée. Il y a des longueurs. Il y a vraiment des longueurs, et limite, on perd de ce point de vue-là dans ces longueurs-là, parce qu'il veut humaniser, je pense, ces figures-là pour essayer de leur donner un sens, parce que Tom King a besoin de mettre des figures à la fois personnelles et à la fois très émotives dans ses BD pour leur donner un sens, fait qu'en fait, on perd de vue ce côté, cette critique de l'édition américaine, ou ce côté monde à l'envers, qui revient à la toute fin, notamment par l'image du Peacemaker, qu'est-ce que je raconte, du comédien. Oui. Peacemaker, c'est le vrai, du comédien qui justement devient une sorte de
de rapprochement par rapport à Watchmen, où en fait c'était le prophète original qui disait qu'on allait tous fini de redevenir poussière en fait, et que du coup la violence finit par revenir, et qu'en fait tout ce qui a fait de bien aux Ozymandias finit par s'arrêter à un moment donné. On pourrait considérer justement dans un monde à l'envers, tout ce qu'a fait Reagan de mal a fini par changer au moment où peut-être que King espérait vraiment que Biden allait accélérer, je sais pas, mais voilà, on pourrait imaginer que cette espèce de trentaine d'années qui nous séparent de Watchmen, 35 ans, allait prendre fin avec le nouveau président comme nous dans la vraie vie. Bon, c'est pas arrivé dans les deux cas. Mais voilà, donc il y a ce côté, on va quand même reconnecter un peu avec la philosophie initiale du monde bestial, de l'humanité qui fait des mauvais choix et qui nous précipite vers la mort petit à petit, qui est intéressant. Mais dans l'ensemble, je te dis, j'aurais même du mal à dire ce que j'en pense. Je trouve vraiment ça brillant à plein de moments. Je trouve que ça aurait presque mérité en fait de ne pas finir comme ça a fini, que ça aurait mérité de finir sur un non-lieu, en mode voilà, c'était une journée dans le monde de Watchmen et démerdez-vous avec ça. Alors que là, il y a quand même une sentence morale qui est à la fois logique, parce que je pense qu'en fait Tom King se voit comme l'enquêteur qui va interroger les fantômes de Watchmen, qui va revenir à l'origine de Watchmen, à l'origine éditoriale, et qui va se dire c'était quoi? C'était le début du Dark Age. Donc on va parler de Frank Miller, on va parler des auteurs de BD. C'était la fin du Bronze Age, donc on va te parler d'Autobinder, etc. C'était une histoire qui parlait de Ditko, donc on va te faire un faux Ditko et tout. Et lui, justement, à la fin, s'implique, parce que normalement, il est très neutre en toute l'histoire, hein, l'enquêteur. Et à la fin, il s'implique et il commet un acte qui est l'acte de Tom King dans la vraie vie. Il s'implique et en même temps, c'est pas qu'il s'implique, c'est qu'il se fait corrompre, en fait. Oui. Tout ce qu'il a découvert. Quelque part, voilà. Il se fait effectivement, voilà. Et peut-être qu'à la fin, c'est une sorte de cri du cœur en mode, voilà, moi, mon rôle d'auteur de BD, si j'avais le choix, ce serait de faire ce que je fais le héros à la fin. Enfin, le héros, l'inspecteur à la fin. Mais c'est ma lecture du truc. Je sais pas exactement ce que lui a voulu en faire. Je sais même pas s'il a voulu enfin quelque chose à part comme voilà se paumer dans l'univers de Watchmen et s'amuser avec ça. Je conseille quand même de le lire, vraiment, parce que Fornes est très très fort, parce que c'est du Tom King très différent. Ça, alors évidemment, ça contredit ce que je viens de dire par rapport au fait qu'il se répétait beaucoup dans son usage de la narration non verbale, on va dire, mais enfin que la narration épistolaire ou la narration par bloc de texte. Mais là, voilà, c'est quand même pas, c'est pas Strange Adventure, c'est pas Superwoman, c'est pas Supergirl, c'est pas Mr. Miracle, c'est pas non plus son Batman, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est un exercice de style où il essaie de se mettre dans la peau d'un chroniqueur, d'un éditorialiste, d'un historien des comics qui irait faire une enquête sur Watchmen. Et tel quel, c'est vraiment un produit intéressant. C'est un complément à la série HBO, par exemple, on peut voir ça comme ça. C'est même une sorte de fin à la série HBO, on pourrait dire, qui n'en a pas vraiment. Voilà, enfin c'est plein de trucs à la fois, c'est certainement une bonne BD, genre je pourrais le dire évidemment, mais par contre pour moi ça n'a pas résolu l'équation mystère qui est comment faire du Watchmen sans Alan Moore, et la réponse est toujours la même. Il faut pas en faire. Voilà, la réponse est toujours la même, ce n'est pas la peine. Il aurait pu faire la même histoire avec The Question, avec Mr. A éventuellement. Ouais. Et il aurait pas eu besoin en fait de convoquer ces référents là. Bah mais ça va en plus. Hein, oui, c'est ça. Après ce qu'il en fait, je trouve, est suffisamment honorable et respectueux de là où il peut pas aller. Il n'y va pas, et tel quel, ça ne me dérange pas. Très bien. Et on va conclure pour de vrai avec du Valiant, un petit peu de Valiant. Et oui, il y en a encore qui existent et tout grâce à Bliss Edition, qui fait qui fait ce qu'il peut avec ce que veut bien lui donner l'éditeur américain. On vous le rappelle souvent dans les front pages, c'est un éditeur qui vivote un peu maintenant depuis le passage de la crise du Covid, avec en moyenne 2 single issues par mois. Donc forcément, ça aide pas à aller beaucoup non plus dans le nombre de publications en France, mais Bliss est là pour faire le boulot. Il y a quand même un titre, on va en parler d'autres bien entendu dans des prochains back issues, hein, on a quelques retards à rattraper. Moi je sais que j'ai notamment aussi envie de vous parler de The Visitor et de Savage, qui à mon avis méritent plutôt votre attention, mais donc là on va vous parler de Shadow Man, donc la nouvelle série, la dernière série en date, qui sera donc publiée au total en 2 tomes. Donc là c'est le premier, et qui est donc écrite par Cullen Bunn, donc Cullen Bunn qui a intégré l'écurie Valiant il y a pas si longtemps que ça au final. C'est vrai qu'il a pas pu produire non plus 10 000 trucs, puisque on vous l'a dit, Valiant ne produit pas beaucoup, mais qui avait fait notamment Punk Mambo, que personnellement j'avais beaucoup apprécié. Je crois que Corentin aussi avait pas trop détesté. Il y a un lien d'ailleurs avec Punk Mambo. Bah bien sûr, c'est le même univers un petit peu mystique de Valiant. Et donc là qui revient donc à Shadow Man, Jack Boniface, donc qui est capable avec le loi de parler aux morts, aux démons, et de faire le lien justement entre le monde réel et le Dead Side, donc le monde des morts et des démons, et qui donc là en fait au fil des numéros s'aperçoit que quelque chose essaye définitivement de corrompre la Terre une fois de plus, et qui va en fait enquêter en fait à des endroits
endroits très différents. C'est presque un peu procédural dans le découpage des chapitres. C'est un numéro, une bête. C'est ça, c'est un numéro, voilà, un numéro, un démon, et à chaque fois avec des enquêtes à résoudre, parce que forcément la source d'apparition, de contamination du monde n'est pas la même, et avec donc John Davison au dessin, qui est voilà un fils spirituel des Frank Whiteley et Geoff Darrow et Juan Roseri, un petit peu, voilà, qui prend comme un peu de Paul Pope aussi. Oui, carrément. Le design de personnage féminin est vraiment, regardez-le, enfin lisez la BD déjà, vous verrez, c'est vraiment la gueule, les lèvres que fait Paul Pope, les yeux que fait Paul Pope. Voilà, donc avec un style assez détaillé, puis une maîtrise du découpage qui fait plutôt plaisir. Un album très violent quand même, c'est plutôt gore, hein. Je trouve qu'il y a même un peu de garcénisme parfois dans certaines scènes, enfin notamment dans le premier chapitre, je trouve qui est vraiment très très violent. Moi, ça a été vraiment Shadowman, donc c'est quand même un personnage qui est pas celui le plus en vue dans l'univers Valiant. Par rapport à des Exo Manowar, des Ninjak ou Bloodshot, merci. Et ça me fait plaisir. Ouais, pareillement. Mais par contre, il a quand même eu des séries qui étaient généralement de bonne qualité en fait. Je trouve que les 2 volumes précédents étaient. Il y a eu Garcenis du coup. Alors oui, mais ça c'était c'était du Valiant des années 90, donc ça n'a rien à voir. Là, je te parlais vraiment depuis le relaunch de 2012. Pardon, excuse-moi. Ouais. Donc voilà, parce qu'il y avait eu déjà 2 précédentes séries qui étaient franchement toutes franchement très sympathiques. Et voilà, moi c'est toujours le côté fantastique horreur de Valiant m'a toujours plu. Donc honnêtement, Cullen Bunn, il arrive à faire des bons trucs, il arrive à faire des trucs pas bons aussi. Donc sur 3. Dans le registre horrifique, par contre, on sait que c'est quand même là qu'il aime bien écrire. Donc j'étais relativement confiant sur ce qu'il pouvait faire sur ce personnage. Et ma foi, je n'ai pas été déçu. Je trouve que l'enquête avance bien, que c'est bien rythmé, et surtout, grâce à John Davison aussi, on en prend plein les yeux. Donc pour moi, c'est vraiment c'est vraiment très chouette d'avoir ce récit-là dans l'univers Valiant. Corentin. Ouais, c'est très rafraîchissant effectivement. Comme je vais répéter à chaque fois, vous connaissez ma méconnaissance de l'univers Valiant. Mais là, il n'y a pas besoin, en fait. C'est ça qui est chouette. C'est un peu comme le Exo Manowar dont on avait parlé l'autre fois, de je ne sais plus qui, Denis Soples. Ouais. C'est un peu le même genre, en fait. C'est une BD qui fait, alors j'allais dire qu'elle faisait très Marvel, comme justement le Exo Manowar de Denis Soples. Là, elle fait plus très DC. Ça pourrait être une sorte de spoof ou de rip-off, plutôt même de Constantine, en fait. C'est un Constantine vaudou. Voilà, c'est un Constantine vaudou. Il a son Quantum Stranger à lui, qui le guide d'un point A à un point B. Il tabasse des gueules, effectivement. Il y a ce côté alors moi je vois le côté garçonniste plus dans l'impression que le héros n'a rien à foutre de là où il est, et qu'il est juste là pour casser des gueules, et qu'en fait lui limite les grands plans, etc. C'est moins important que de découper la tête de monstres. C'est effectivement assez violent. De toute façon c'est un mec qui aime bien la violence dans la vie. Le croisé ou une patate. Qui est effectivement assez fort. On l'avait découvert sur Clean Room. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais découvert sur Clean Room, mais depuis, il a fait que progresser. C'était vénère. Déjà, dans Clean Room, c'était assez vénère dans les visions horrifiques. Gratos, hein. Ouais, parfois, c'était de Gay Simon, c'était un chouette titre Vertigo, mais qui ne verra jamais le jour en VF. Donc c'était cool. Mais par contre, il avait fait des monstres. Par contre, moi, c'est là vraiment, il m'avait bluffé. C'était sur le White Storm de Warren Ellis, où il y avait vraiment des numéros. Parfois, c'était juste un numéro de baston entièrement, mais c'était découpé de façon chirurgicale. Franchement, c'était monstrueux. Et c'était là où après coup aussi, la ressemblance avec Whiteley aussi m'avait vraiment frappé. Et c'est là où je me suis dit, cet artiste, mais bizarrement, il n'y a pas grand monde au final qui le suit, qui en parle, alors que franchement, je trouve que c'est vraiment une chouette brute de dessin, quoi. Oui, mais tu viens t'as tout dit. Clean Room, The Wildstorm, c'est pas des trucs, enfin, c'est pas des phénomènes éditoriaux, quoi. Non, c'est sûr. Oui, mais sous-estimé. Ça va péter. Mais sous-estimé, quoi. Justement, il va faire le Bloodshot Unleashed après. J'espère que là, ça va se le faire un petit peu plus remarquer. Même si, effectivement, c'est pas chez Valiant qu'il faut mettre ses billes. Bilex, c'est le grand le vent dans le dos, en single. Enfin, voilà, bref. Donc. Oui. Pardon. Donc il est vraiment très fort. On va pas vous répéter à chaque fois que nous, tout ce qui est descendance d'Arrow et Quietly, qui est un descendant d'Arrow, ça nous fait plaisir. Effectivement, moi je trouve même, voilà, donc les influences de Paul Pope qui me font aussi très plaisir. C'est une BD vraiment sans prise de tête. Moi, le principal reproche que j'aurais à faire, c'est de ne pas avoir mis toute la série en un seul tome, en fait. Ouais, alors ça, je sais pas s'ils avaient, vu qu'en fait, il y a eu des gros retards. En fait, je pense juste qu'au moment de sortir le premier album, il n'y avait pas encore tous les numéros pour faire le deuxième. Et du coup, parce que là, il s'est terminé récemment je crois que ça avait repris avec un autre artiste justement en janvier, donc je pense qu'avec les délais tout ça, je pense que c'était juste pas possible. Donc voilà, mon conseil, il est pas très élaboré. C'est si vous aimez Constantine, si vous aimez même la partie un peu vaudou des univers Marvel et DC, parce que les deux ont une partie vaudou, ça donne envie de s'y intéresser, je trouve. Moi, j'y connais rien de cette mythologie, les Loa, le monde des morts, etc. C'est plutôt bien fichu. Il y a un côté à la cool, vraiment, voilà, à la Marvel classique,
qui vraiment j'aurais du mal à en parler. Je trouve ça vraiment bien, je trouve ça très beau, je trouve ça violent comme j'aime bien. C'est mon genre de cam. On n'est pas dans le vertigo justement, mais on est plus dans quelque chose qui manierait l'horreur et la sorcellerie de manière très mainstream. Mais tel quel, étant donné que je ne suis pas un grand connaisseur de l'univers Valiant, c'est une bonne porte d'entrée, je trouve. Ça fait le boulot, ça fait le café. Si vous avez envie de voir des riches se faire découper la gueule par des libellules infernales, ça marche bien aussi. Mais tel quel, voilà, en 4 numéros, et comme justement il y a ce côté Freak of the Week, avec un numéro, une bête, un numéro, une bête, on n'a pas forcément le temps de comprendre vraiment l'énorme enjeu. Enfin, il y a un énorme enjeu qui est posé, mais si vous êtes justement pas forcément dans la connaissance absolue, c'est une bonne accroche. Faut voir si ça va vous parler, mais moi je pense que c'est une BD qui prend pas, voilà, c'est une bonne lecture. Non, mais voilà. Ça va pas vous transcender la gueule. Par contre, c'est un truc intéressant. Et si vous aimez les beaux dessins, et si vous voulez encourager un peu Davis Hunt et Bliss aussi, c'est plutôt un des bons trucs de Valiant que moi j'ai lu par rapport à d'autres projets que je trouve un peu plus, voilà. Non, Genre mais le voilà. Bloodshot de Silly, par exemple, c'est de la merde. De quoi? Le Bloodshot de Silly. Ah oui, non, ça c'était nul. Ça, c'était à chier. Nul. Là, en l'occurrence, on est dans le bon Valiant. Voilà, c'est ça. Faut dire que de toute façon, faut pas être nostalgique non plus, mais Valiant a eu une grande période de 2012 à 2017, on va dire, vraiment, quand il y avait Dinesh Shamdanazi et Warren Simons et qu'il y avait vraiment un univers partagé Shamdanazi? Shamdazani. Shamdazani, ouais. Ok, j'avais compris Shamdanazi. Non. Et donc, quand il pilotait vraiment la chose, d'ailleurs, c'est la période où Valiant était nommé aux Eisner chaque année, tout ça. Et depuis post-2017, en fait, depuis Harbinger Wars 2, en fait, qui a été complètement transformé avec le départ de Simons, par le rachat total de DMG. C'est un éditeur qui a jamais réussi en fait à se remettre d'aplomb complètement, et donc voilà, c'est que l'ensemble des séries qui sont sorties à ce jour, à part peut-être Vie et mort de Toyo Harada quand même, parce que c'était Joshua Dysart, il y a plus de titres qui a réussi à être absolument incroyable comme ça a pu l'être avant en termes de scope, je pense. Il y a quand même, mais voilà. Fallen Mais par Kingdom, contre, ah non, mais Fallen Kingdom Era c'était vachement bien. Par contre, ouais. C'était super bien, mais moi, j'ai kiffé. Hein. C'est vrai. Non, mais voilà, à de quelques exceptions. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'on puisse dire, parce que c'est des séries qui sont assez courtes au final, donc ça permettra jamais de pouvoir développer non plus des grosses sagas et tout ça. Donc faut savoir juste à maintenant piocher en fait sur les titres qui méritent vraiment le coup d'être lus et de s'investir, qui sont soit parce que c'est des bonnes portes d'entrée, soit parce que ça fait des bonnes histoires en tant que telles, et parce que ça réunit des bonnes équipes créatives. Donc effectivement, c'était Fallen Kingdom. Je crois. Fallen World, c'est pour ça, parce que okay. Kingdom, je disais que non. Donc Fallen World Era et de Dan Abnett. Il y a Damn Dead aussi. Ninjak de Pulido. Ninjak avec Pulido. Le Shadowman de Ben et Davison. Voilà, ça fait des titres, voilà, qui méritent vraiment qu'on s'intéresse. Et voilà, et pour soutenir aussi une maison d'édition, qui porte cet univers tout seul, comme des grands depuis 2016. Et voilà, et on peut les remercier d'être toujours là, parce que franchement, vu la situation, ils auraient très bien pu se dire, vas-y, Valiant, il appelle le cul, là. Non, mais voilà, Valiant, vous saoulez, mais c'est un éditeur qui a investi, qui veut continuer d'apporter cet univers. Donc en tout cas, même s'il faut pas forcément tout acheter, et en tout cas le Shadowman fait partie des lectures qu'on vous recommande. Donc c'est disponible en librairie, c'est pour la somme de 18€. Et voilà, donc c'est sorti depuis quelques temps déjà. Donc si ça vous intéresse, on vous encourage à y aller. On va terminer ce Back Issues, ce copieux Back Issues déjà, voilà, avec ces 6 albums chroniqués par nos soins. Donc on vous rappelle qu'il y a des liens dans les descriptions de nos podcasts qui vous permettent de les commander si vous voulez les commander chez nos amis de Comic Zone. Ça permet de soutenir la boutique et à la fois le podcast, donc ça peut être cool. Et sinon, si nos émissions vous plaisent, on vous rappelle toujours que vous pouvez commenter, c'est-à-dire nous dire si vous avez lu ces albums, ce que vous en avez pensé, et si on joue, ce que vous avez lu récemment. Ça nous intéresse aussi de savoir un petit peu comment vous occupez votre temps libre en ce moment. Et puis en partageant ces podcasts, bien entendu, c'est le plus important, c'est de faire vivre ces podcasts sur les ondes et sur Internet pour qu'ils soient écoutés et découverts par le plus grand nombre possible. La curiosité, c'est vraiment ce qui fait avancer les choses. Et si vous reste des sous après avoir acheté vos BD, vous pouvez nous aider sur notre page Tipeee. Ça ne mange pas de pain, c'est ouvert tout le temps. Et puis voilà, ça nous permet de voir l'avenir sur le long terme. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!